Alors, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui au TD donc, de théorie des mécanismes. Et sur ce TD de théorie des mécanismes, on va s'intéresser aujourd'hui au premier exercice sur la machine à mesurer tridimensionnelle. L'objectif ici étant donc de déterminer la liaison équivalente à un ensemble de liaisons en parallèle pour cette solution technique qui est la solution retenue donc sur une technologie de palper, de machine à mesurer tridimensionnelle. Si on regarde sur la partie gauche ici de l'illustration, eh bien on voit que la tige du palper, qui est donc ici cette pièce verticale, est en liaison avec un anneau qui est situé ici. Donc cet anneau est situé dans la colonne de mesure. Et puis on a à l'extrémité supérieure du palper donc trois doigts qui sont orientés à 120 degrés l'un par rapport à l'autre. Et ces trois doigts sont en liaison ponctuelle à 6 endroits. Donc on a deux liaisons ponctuelles entre chaque doigt et l'anneau. Et la question qui nous est posée ici, c'est déjà donc, dans un premier temps de réaliser le graphe de structure de cet ensemble. Donc vous avez, on pourrait dire, le bâti ici qui est l'anneau, et puis le deuxième solide qui est la tige du palper. Donc réaliser le graphe de structure de cet ensemble, tige plus support. On va retrouver ici sur la gauche dans ce graphe de structure la colonne mobile 0, le corps de mesure, sur la droite le palper, et puis on va avoir ici 6 liaisons en parallèle qui sont toutes des liaisons ponctuelles, donc des liaisons sphère-plan, de normale n indice i et c indice i pour chacun des points C de contact. Donc vous avez deux points de contact sur chacun des doigts, sur chacun des trois doigts du palper. Maintenant, la question ici qui est posée est donc d'utiliser la méthode cinématique pour déterminer la liaison équivalente entre le corps du palper et le palper. Et donc ici on va utiliser la méthode cinématique dans un premier temps. Puisqu'on a identifié que les liaisons étaient en parallèle, eh bien on va donc faire l'égalité des torseurs cinématiques pour déterminer le torseur cinématique de la liaison équivalente entre le corps 0 et le palper 1. Alors voilà ici une représentation du système dans laquelle on a paramétré de façon un peu plus précise ce système. Donc on a un premier doigt qui est porté par l'axe I, que l'on va également appeler vecteur par l'axe X, que l'on va également appeler axe I. Et puis dans cette direction-là, on va retrouver le premier point de contact O1,2, enfin la première sphère de contact O1,2, avec les deux premiers points de contact C1 et C2. Orienté à 120 degrés par rapport à cette direction I, on a la direction J, sur laquelle on va retrouver donc la deuxième sphère O3, 4, avec les points C3 et C4. Et encore à 120 degrés, la direction K, avec la sphère O56 et les points C5 et C6, donc situés ici derrière la sphère. Donc voilà ici cette représentation paramétrée du système. Alors dans un premier temps, on peut s'intéresser à ce qui se passe ici au niveau de la sphère 34. Donc on a un point de contact C3 et une liaison sphère-plan de normale N3. On a un point de contact C4 et une liaison sphère-plan de normale N4. Et la question qu'on peut se poser ici, c'est quelle serait la liaison équivalente si on voulait ici remplacer les deux liaisons qui sont présentées en vert par une seule liaison présentée en rouge. La liaison équivalente est le Q3,4. Alors en effet, intuitivement, si on étudie les mouvements possibles qui restent compatibles avec les liaisons, c'est-à-dire que ici au niveau du contact au point C3, eh bien pour assurer la liaison ponctuelle entre le plan et la sphère, je n'ai pas le droit de déplacer la sphère dans la direction N3. En termes de translation, les deux autres directions sont autorisées. Au niveau du point C4, eh bien, ça va être le même principe. Je n'ai pas le droit de déplacer la sphère O34 dans la direction N4, sinon je vais perdre le contact au niveau du plan. Par contre, les deux autres directions sont autorisées. Et puis ce qu'on peut voir ici, eh bien, si j'associe les deux liaisons ponctuelles l'une avec l'autre, les translations qui vont rester autorisées, finalement, la translation qui va rester autorisée, c'est uniquement celle qui est donnée dans la direction J, puisque la liaison au niveau 3 empêche la translation dans la direction N3, et la liaison au niveau du point C4 empêche la translation dans la direction N4. Et donc, effectivement, il ne restera qu'une translation possible dans la direction J. En termes de rotation, toutes les rotations sont possibles, et donc on a bien une liaison qui autorise toutes les rotations et une seule translation, c'est-à-dire en effet une liaison sphère-cylindre.
Alors ce qu'on a retrouvé ici intuitivement, eh bien on va pouvoir le retrouver par le calcul. Si on présente ça rapidement, donc voilà ici sur cette diapositive le torseur de la liaison sphère-plan numéro 3. On transmet donc une composante N3 dans la direction N3 et puis aucune composante de moment. De même pour la liaison en 4, on transfère une composante de résultante dans la direction N4 et aucune composante de moment. Et comme on sait que la forme d'un torseur d'action mécanique de liaison sphère-plan est valable en tout point de la normale passant par le centre de la liaison, eh bien on peut instantanément écrire ces deux torseurs au point O34 et en faire la somme. Et quand on fait la somme des deux torseurs, donc, eh bien on retrouve bien un torseur d'action mécanique 3,4 avec une composante de résultante bloquée dans la direction N3 plus une composante bloquée dans la direction N4. Et donc ça correspond bien à une liaison sphère-cylindre de centre O34 et d'axe orthogonal au plan N3-N4. Bon, et puis si on a fait cette démonstration ici pour dire qu'au niveau du point O34, on avait une liaison sphère-cylindre de centre O34 et de direction J, et bien par analogie, au point O56, on va pouvoir indiquer qu'on a une liaison sphère-cylindre de centre O56 et de direction K, et puis on va pouvoir indiquer qu'au point O12, on a une liaison sphère-cylindre de centre O12 et de direction X. Ce qui donne donc le résultat suivant. Donc voilà ici finalement comment on a pu simplifier déjà le graphe de structure ou le graphe de liaison de notre mécanisme pour passer de 6 liaisons à 3 liaisons. Et si on veut tracer le schéma cinématique du mécanisme, eh bien cette fois-ci on est donc dans cette nouvelle configuration, c'est-à-dire que j'ai remplacé ici les liaisons sphère-plan par des liaisons sphère-cylindre. Alors pour cette première partie de problème, je suis passé plutôt par la méthode statique que par la méthode cinématique pour simplifier un petit peu la résolution du problème. Pour la suite du problème ici, et puisqu'on a maintenant plus que 3 directions qui sont les directions I, J et K, eh bien les projections vont être largement simplifiées. Et je donne ici sur cette figure le paramétrage du problème. Donc on est ici dans le plan XY et on va identifier, compte tenu du fait qu'on connaît l'orientation du vecteur J et du vecteur K par rapport au vecteur I, qui est de 120 degrés, donc de plus ou moins 120 degrés, eh bien on est capable ici de donner les coordonnées du vecteur J, à savoir moins 1,5 dans la direction X plus racine de 3 racine de 3 sur 2 dans la direction Y, et pour le vecteur K, moins 1,5 dans la direction X, moins racine de 3 sur 2 dans la direction Y, donc ça correspond aux projections, aux cosinus et sinus de 120 degrés. Alors, pour déterminer maintenant la liaison équivalente à ces 3 liaisons sphère-cylindre, eh bien on va écrire les torseurs cinématiques des 3 liaisons sphère-cylindre. Donc pour une liaison sphère-cylindre, les 3 rotations sont autorisées et je vais retrouver donc systématiquement le paramètre P10, Q10, R10 que je vais noter donc P10 ou bien P10' ou bien P10 seconde selon que je m'intéresse à la première, la deuxième ou la troisième des 3 liaisons. Et puis ensuite en termes de translation, dans la première liaison on va avoir un mouvement de translation autorisé U10 dans la direction X, un mouvement de translation U10' dans la direction J pour la deuxième liaison, et pour la troisième liaison, un mouvement de translation U10 seconde dans la direction K. Pour travailler avec la méthode cinématique, on va chercher un torseur avec 6 composantes, et puis on va pouvoir écrire l'égalité de ce torseur équivalent avec les 3 torseurs que l'on a écrits ici. Pour pouvoir déterminer l'égalité entre différents torseurs entre différents torseurs cinématiques, eh bien il convient d'exprimer tous ces torseurs au même point, et donc on va avoir besoin ici de déplacer les 3 torseurs pour les ramener tous au point O par exemple, qui paraît judicieux dans la mesure où c'est le centre de toutes ces liaisons. Alors d'une manière générale, pour un angle alpha quelconque, on va étudier une liaison sphère-cylindre centrée au point O, IJ, d'axe WIJ égale à IJ ou K selon la configuration. Et puis ensuite, simplement, dans le résultat qu'on obtiendra ici, on remplacera alpha par les 3 valeurs 0, plus 120 ou moins 120 pour déterminer le déplacement du torseur. Donc voilà ici l'expression du torseur centré au point OIJ. Et puis si on veut calculer le moment de ce torseur au point O, eh bien on va dire que c'est le moment du torseur au point OIJ plus la résultante, à savoir le taux de rotation de 1 par rapport à 0 en produit vectoriel avec le déplacement OIJ-O. Et on trouve finalement une expression du moment au point O
par la liaison en IJ qui est égale à U cosinus alpha plus R fois R sinus alpha, suivant X. Suivant Y, on va retrouver la coordonnée U sinus alpha moins grand R fois petit r cosinus alpha. Et suivant Z, grand R facteur de moins P sinus alpha plus Q cosinus alpha. Finalement, on arrive donc ici à ces résultats-là pour le transport des trois torseurs dans la liaison 12, dans la liaison 34 et dans la liaison 56, pour les ramener tous au point O. Et il reste ensuite à faire l'égalité des torseurs cinématiques. En termes de résultante, eh bien, si on étudie une première boucle, une première fermeture cinématique qui est constituée des liaisons 12 et 34, eh bien, on va pouvoir dire que P doit être égal à P' et que Q doit être égal à Q' et que R doit être égal à R'. Ça, c'est pour les taux de rotation. Et puis, en termes de moment des vitesses au point O, donc c'est-à-dire les vitesses du point O, eh bien on va pouvoir dire que U doit être égal à moins 1,5 de U' plus racine de 3 sur 2 grand R fois R', moins R fois R est égal à racine de 3 sur 2 U' plus 1,5 de grand R fois R', et grand R fois Q doit être égal à grand R facteur de moins racine de 3 sur 2 P', moins 1,5 de Q'. Et puis on peut faire une deuxième fermeture cinématique avec les liaisons 12 et 56. P doit être égal à P seconde, Q doit être égal à Q seconde, R doit être égal à R seconde, et ainsi de suite. Là encore, pour simplifier les écritures, on peut proposer de noter A égale 1,5 et B égale racine de 3 sur 2. Et la question qui se pose ici, c'est de savoir s'il est possible ici de résoudre ce système. Donc on le présente ici sous forme matricielle. La première équation ici nous donne P égale à P', la deuxième équation nous donne Q égale à Q', la troisième équation nous donne R égale à R'. Donc ça, ce sont les trois équations de résultantes obtenues dans la première fermeture cinématique. Ensuite, on a en bas les trois équations, enfin en dessous, lignes 4, 5 et 6, les trois équations de résultantes obtenues dans la deuxième fermeture cinématique. Et puis 7, 8, 9, ce sont les trois équations de moment dans la première fermeture cinématique, et 10, 11, 12, les trois équations de moment dans la deuxième fermeture cinématique. Et maintenant, eh bien, il reste simplement à résoudre ce système. C'est un système de 12 équations à 12 inconnus, et la question qui va se poser ici, c'est de savoir si ces 12 équations sont indépendantes les unes par rapport aux autres. Si elles sont effectivement indépendantes, alors on va pouvoir résoudre le système et on va trouver une valeur unique pour chacune des variables. Si j'ai une solution à cette résolution, eh bien forcément, les solutions que je vais identifier, et on le verra ici dans la résolution, ce sont des solutions qui sont forcément nulles, et donc qui vont imposer le fait que le mouvement de 1 par rapport à 0 est un mouvement nul, c'est-à-dire que 1 est en liaison encastrement par rapport à 0. Par contre, si le système d'équations n'est pas un système de 12 équations indépendantes, alors ça veut dire que j'ai certaines équations qui sont une réexpression d'autres équations, et finalement j'ai un nombre grand N d'équations qui sera inférieur à 12, et je ne vais pas trouver de solution unique. Donc ça veut dire que certaines équations, certaines inconnues de mon problème ne pourront pas être déterminées, elles resteront libres, et ça veut dire que je vais identifier un degré de liberté dans mon mécanisme. Et si j'identifie un degré de liberté, eh bien potentiellement je vais pouvoir identifier une liaison dans mon mécanisme. Donc l'objectif ici est de déterminer le nombre d'équations indépendantes sur les 12, donc ça revient en fait à identifier le rang de la matrice représentant le système ici. Alors maintenant, eh bien pour tenter la résolution de ce système, je vais pouvoir utiliser la méthode du pivot de Gauss, donc c'est-à-dire je vais essayer de diagonaliser cette matrice. Et finalement, on arrive à ce système qui est présenté ici, dans lequel on identifie bien que toutes les équations sont bien indépendantes. On n'a bien aucune ligne de ce système qui est intégralement nulle, donc ça indique bien ici que les 12 équations sont bien indépendantes les unes des autres. Et puis comme on a ici un système triangulaire, eh bien on va pouvoir montrer ici très rapidement, grâce à la dernière ligne ici sur ce système, le fait que la grandeur U seconde est égale à 0, puisque B est différent de 0, A est différent de 0. Le terme B moins A plus 1 facteur de A sur 2B n'a pas de raison d'être égal à 0 non plus. Donc c'est forcément
forcément le terme U seconde qui doit être égal à 0, puisque pour rappel, mon vecteur solution ici dans ce problème-là, c'est un vecteur nul. Et donc si le terme U seconde est égal à 0, eh bien ça veut dire que 2BR fois R seconde doit être égal à 0, mais là encore, comme B et R ne sont pas nuls, c'est forcément R seconde qui est égal à 0. Et puis ainsi de suite, on va montrer que Q seconde est égal à 0, P seconde est égal à 0, U' est égal à 0, R' est égal à 0, Q' est égal à 0, P' est égal à 0, U est égal à 0, R est égal à 0, Q est égal à 0, P est égal à 0. Et donc finalement, puisque ce système est bien constitué de 12 équations linéairement indépendantes, eh bien toutes les inconnues cinématiques sont égales à 0. Le solide 1 est complètement immobile par rapport au solide 0 et l'association de ces trois liaisons sphère-cylindre est équivalente à une liaison encastrement. Donc voilà ici une première démonstration à l'aide d'une méthode cinématique de cette liaison équivalente. Alors je vous présente rapidement les résultats pour l'étude statique cette fois-ci. Donc on va déterminer à partir des torseurs statiques le torseur équivalent en effectuant la somme des torseurs d'action mécanique transmissible pour déterminer le torseur d'action mécanique transmissible par la liaison équivalente. Pour chacune des liaisons sphère-cylindre, eh bien on définit les torseurs d'action mécanique transmissible suivants. Là encore, on va avoir besoin de déplacer les torseurs d'action mécanique pour les exprimer au même point de manière à pouvoir les sommer. Et on va procéder de la même manière, c'est-à-dire dans le cas général en posant un angle alpha quelconque et puis par la suite on remplacera alpha par la valeur qui convient, 0, 120 ou moins 120 degrés. Ce qui conduit à ce résultat présenté ici. Et on va pouvoir faire la somme. Alors là, je passe rapidement sur la résolution du problème. Après résolution, vous arrivez à un système qui finalement a cette allure-là. Donc c'est encore un système diagonal. Donc c'est-à-dire que toutes les inconnues statiques peuvent être déterminées. Et donc la liaison équivalente est capable de transmettre les 6 équations, les 6 inconnues statiques, x équivalent, y équivalent, z équivalent, l équivalent, m équivalent et n équivalent. Et donc on retrouve encore une fois le fait que cette liaison correspond à une liaison encastrement. Alors, comment savoir quelle méthode est la plus adéquate? Pour le cas des liaisons en parallèle, eh bien, il conviendra en fait d'étudier plutôt la somme des torseurs statiques et donc d'utiliser l'approche statique. Tandis que lorsque l'on a des liaisons en série, eh bien, inversement, ici, cette fois-ci, il sera plus pratique de déterminer la liaison équivalente par l'approche cinématique en déterminant donc la somme des liaisons intermédiaires pour déterminer la liaison équivalente. Et donc systématiquement, pour les liaisons en série, la méthode la plus pratique, c'est la méthode cinématique. Pour des liaisons en parallèle, la méthode la plus pratique, c'est la méthode statique.